Elle pensait avoir tout perdu, jusqu'au jour où un inconnu a frappé à sa porte avec une offre qui allait bouleverser toute sa vie. Un choix impossible, une vallée cachée, des secrets de famille, et une vérité que personne n'avait osé lui dire. Ce qu'elle a découvert ensuite, personne n'était prêt à l'accepter. Regardez bien, chaque seconde compte. Le vent du matin soufflait doucement à travers les herbes sèches, soulevant un peu de poussière autour de la vieille cabane en bois. Devant la porte, Solène, 22 ans, arrachait les mauvaises herbes d'un petit jardin épuisé. La terre était dure, presque stérile, et ses doigts portaient les marques d'une vie trop lourde pour son âge. Elle portait une robe en lin brun, usée par le soleil et le travail. Ses longs cheveux châtains étaient attachés par un simple fil de cuir. Ses yeux, vert foncé, regardaient la terre comme on regarde un mur qu'on ne peut plus escalader. À l'intérieur, la toux de son père brisait le silence comme un coup de feu. Elle savait que ses poumons ne tiendraient plus très longtemps. La poussière des mines l'avait presque tué, et l'or qu'il avait cherché toute sa vie ne leur avait rien laissé. Sur une étagère bancale, une boîte en fer contenait les lettres des créanciers. Des mots froids, des dates précises, et des menaces claires. Solène les avait lus plus d'une fois, en silence. Ses deux petits frères, Éloi et Noé, jouaient pieds nus près des rochers, insouciants, riant comme si le monde n'était pas en train de s'effondrer. Elle les regarda un instant avec tendresse, puis retourna au jardin. Chaque jour, elle cherchait une solution. Mais aucune route ne semblait mener à autre chose que la misère. Ce soir-là, après avoir préparé une soupe claire et réparé une chemise déchirée, elle s'assit près du feu. Son père, affaibli, leva les yeux vers elle. Il attendit longtemps avant de parler. Sa voix, rauque et tremblante, laissa tomber des mots qu'elle redoutait. « Solène, je ne pourrai plus tenir longtemps. Le médecin n'est plus passé depuis des semaines. Et les hommes de la ville, ils reviendront bientôt. Tu dois penser à te marier. » Elle baissa les yeux, ses mains serrant le tissu qu'elle recousait. Elle savait que cela viendrait. Il ne parlait pas d'amour. Il parlait de survie. D'un homme qui pourrait porter le fardeau à sa place. Quelqu'un de fort, de stable. Pas pour elle, mais pour les enfants, pour la maison, pour la dernière chance de garder ce qui restait. Elle sentit les larmes monter, mais elle les repoussa. Elle n'avait pas pleuré depuis des mois. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, elle resta seule à la table en bois brut. Une vieille bougie éclairait à peine un livre emprunté dans un relais de passage. Des histoires de villes lointaines, de ponts en fer, de machines qui changeaient le monde. Elle ferma les yeux et s'imagina loin d'ici. Loin des dettes. Loin de la poussière. Mais un coup frappa à la porte. Pas un petit coup. Un coup fort, régulier. Quelqu'un qui savait pourquoi il venait. Son père se leva avec peine, prit le vieux fusil posé près du mur et ouvrit lentement. Sur le seuil se tenait un homme grand, les épaules larges, les bras solides. Il portait un manteau de cuir usé, un pantalon épais, et ses cheveux noirs tressés encadraient un visage marqué par le vent. Une plume rouge et blanche ornait son épaule. Son regard brun était calme, profond. Il se nommait Takoda, un Apache vivant dans les hauteurs. Il avait entendu parler de leur situation. Non, il ne venait pas avec de l'or. Mais il avait de la terre, des provisions, et des bras solides. Il cherchait une femme, une compagne, une partenaire de vie. Il avait vu Solène en ville. Il savait qui elle était. Il parla sans détour. Si elle acceptait de le suivre, il promettait de régler les dettes les plus urgentes et de faire en sorte que ses frères et son père ne manquent de rien cet hiver. Il ne demanda rien de plus que sa décision. Pas maintenant. Il voulait seulement qu'elle sache. Puis il tourna les talons, remit son chapeau et disparut dans la nuit sans attendre de réponse. Solène resta figée. Dans la pièce, son père s'était appuyé contre le mur, la main sur la poitrine. Les enfants dormaient encore à l'étage. Le feu crépitait faiblement. Et dans l'air, quelque chose avait changé. Une porte s'était ouverte. Mais derrière, nul ne savait ce qui l'attendait. Le lendemain matin, Solène se réveilla avec la même sensation dans la poitrine. Comme si la cabane était devenue trop petite pour contenir tout ce qu'elle ressentait. Le feu était presque mort. Une lumière froide passait par les petites fentes du bois. Elle entendait déjà les pas de ses deux petits frères, Éloi et Noé, qui se disputaient pour un morceau de pain dur. Elle descendit lentement l'échelle du petit grenier. Son père était assis près de la table, enveloppé dans une couverture. Son visage avait une couleur étrange, comme du papier. Il ne parlait pas. Il regardait seulement le sol, et Solène comprit qu'il pensait encore à la visite de la veille. Elle prit une marmite, mit un peu d'eau, puis ajouta quelques herbes et 2 pommes de terre. C'était tout ce qu'il restait. Elle remua doucement, comme si le bruit de la cuillère pouvait garder le calme dans la maison. Mais le calme ne resta pas longtemps. Dans la matinée, Solène sortit devant la cabane et regarda le chemin. Elle espérait, sans oser se l'avouer, que l'homme Apache ne reviendrait pas. Et en même temps, une part d'elle avait peur qu'il ne revienne jamais. Parce que si Takoda disparaissait,
alors la réalité reviendrait aussi, et cette réalité avait des dents. Au bout d'un moment, un cavalier apparut entre les arbres. C'était lui. Takoda avançait lentement, comme un homme qui ne veut pas effrayer. Son cheval était solide, calme, habitué aux chemins difficiles. Takoda portait encore son manteau de cuir sombre, avec des traces de poussière et de vent. Ses cheveux noirs étaient attachés en tresses. Un petit collier de cuir pendait sur sa poitrine. Son regard restait stable, comme une eau profonde. Il s'arrêta à quelques pas de Solène. Il ne descendit pas tout de suite. Il la salua d'un signe de tête, simple et respectueux. « Je ne viens pas pour te presser, dit-il doucement. Je viens seulement pour parler. » Solène croisa les bras pour cacher ses mains qui tremblaient un peu. « Tu as déjà parlé, répondit-elle. Tu as dit ce que tu voulais. » Takoda la regarda sans colère. « Je sais. Mais toi, tu n'as pas parlé. Et je veux entendre ta voix. » Elle resta silencieuse. Ce silence était lourd. Puis elle prit une respiration. « Tu proposes le mariage, comme si c'était une solution simple. »« Ce n'est pas simple, répondit-il. »« Je le sais. » Il descendit enfin de son cheval et attacha la corde à un poteau près de la porte. Ensuite, il resta debout, les mains visibles, loin de toute menace. Solène remarqua quelque chose, cet homme se tenait comme un guerrier, mais il parlait comme quelqu'un qui avait appris la patience. Son père sortit de la cabane avec difficulté. Quand il vit Takoda, ses épaules se tendirent. Il avait peur. Pas seulement de l'homme. Mais de ce que cet homme représentait, un choix qu'il ne contrôlait plus. Takoda posa une main sur son propre cœur, un geste calme. « Je ne veux pas prendre ta fille comme on prend un objet. Je veux une femme qui marche à côté de moi. Pas derrière. » Le père de Solène avala sa salive. « Tu dis que tu peux payer les dettes, tu dis que tu peux aider, mais pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi ma fille ?» Takoda tourna le visage vers Solène. Ses yeux restèrent sérieux. « Parce que je l'ai vue. Je l'ai vue porter les sacs de farine plus lourds que son corps. Je l'ai vue parler sans baisser les yeux devant les hommes du commerce. Je l'ai vue protéger ses petits frères comme une louve protège ses petits. » Solène sentit son ventre se serrer. Elle voulait répondre, mais aucun mot ne sortit. Takoda continua. « Beaucoup de femmes de la ville sourient seulement quand elles veulent quelque chose. Moi, je cherche une femme vraie. Une femme qui sait ce que c'est que la faim. Une femme qui sait ce que c'est que se lever même quand le cœur est fatigué. » Il s'arrêta un moment, puis ajouta plus bas. « Et j'ai besoin d'une maison. D'un foyer. Pas d'un jeu. » Solène resta droite, mais ses yeux brûlaient. « Tu veux une épouse, mais tu ne me connais pas. » Takoda hocha la tête. « Tu as raison. Je ne connais pas ton rire. Je ne connais pas tes rêves. Mais je connais ton courage. Et ça compte. » Le père de Solène se mit à tousser. Une toux qui le plia en deux. Solène courut vers lui et posa sa main sur son dos. Quand la toux se calma, l'homme reprit un souffle court. Et Solène comprit, comme une pierre qui tombe dans l'eau, le temps était contre eux. Takoda regarda la scène, puis recula d'un pas. Comme s'il ne voulait pas être celui qui profite de la faiblesse. « Je vais rester dans les environs 2 jours, dit-il. Si tu veux me parler encore, je serai là. » Solène leva les yeux vers lui. « Et si je dis non ?» Takoda répondit sans hésiter. « Alors je partirai. Et je ne reviendrai pas te demander encore. » Il remonta sur son cheval et s'éloigna lentement. Pas comme un homme vexé. Comme un homme qui respecte une décision, même si elle lui fait mal. Quand il disparut entre les arbres, la cabane sembla encore plus silencieuse qu'avant. Plus tard, dans l'après-midi, Solène alla chercher de l'eau au petit ruisseau. Elle marchait seule, le seau à la main, le visage froid. Elle s'arrêta près de l'eau claire. Son reflet tremblait légèrement à cause du courant. Elle se regarda, longtemps. Une jeune femme fatiguée la regardait. Mais dans ses yeux, il y avait une flamme. Une flamme qui refusait de mourir. Elle avait 2 choix. Rester, et voir sa famille tomber. Ou partir, et devenir une autre femme. Mais partir avec un homme qu'elle connaissait à peine, c'était entrer dans un monde qui pouvait être encore plus dur. Et pourtant, une petite voix en elle murmurait quelque chose. Peut-être que cet Apache n'était pas venu pour la briser. Peut-être qu'il était venu, parce qu'il l'avait reconnue. Et ce soir-là, quand elle rentra à la cabane, elle trouva son père assis à la table, une lettre ouverte devant lui. Il leva les yeux vers elle. « Ils reviennent demain, dit-il. » Solène ne répondit pas tout de suite. Elle posa le seau. Elle posa le pain. Puis elle murmura. « Alors demain, je devrais choisir. » Le soleil était déjà bas derrière les collines quand Solène rentra du ruisseau. Elle posa le seau près de la porte, sans un mot. L'eau claire bougeait encore, comme si elle sentait l'agitation dans le cœur de la jeune femme. À l'intérieur, une odeur de soupe montait doucement de la marmite. Ce n'était qu'un bouillon d'herbes et de racines, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Éloi et Noé attendaient sagement autour de la table, fatigués par une journée passée à courir pieds nus sur la terre dure.
Leur père était assis, le dos appuyé contre la paroi, les traits tirés, les yeux fermés. Solène s'installa sans un mot. Elle servit chacun avec lenteur, veillant à donner plus au petit. Puis elle s'assit en face de son père, le bol encore dans les mains. Aucun d'eux ne mangea vraiment. Ce dîner avait le goût d'une fin. La fin d'un monde qu'ils connaissaient. Après un long silence, le père de Solène parla. « Il est revenu, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, sans le regarder. « Et tu penses à partir avec lui ?» Ce n'était pas une question. C'était une vérité nue, posée entre eux comme une pierre. Solène hésita, puis murmura. « S'il tient parole, vous pourriez rester ici. Vous n'auriez pas à partir. Les petits pourraient grandir sans peur. Toi, tu pourrais te soigner ?» Son père poussa un soupir profond, qui devint une quinte de tout douloureuse. Quand il reprit son souffle, sa voix tremblait. « Je suis désolé. Ce n'est pas à toi de porter tout ça. » Elle secoua la tête doucement. « Je ne fais que choisir ce qui reste. » Les enfants ne disaient rien. Ils comprenaient sans comprendre. Ils savaient que quelque chose changeait. Que leur sœur allait prendre une route qui ne revenait pas. Cette nuit-là, Solène ne dormit pas. Elle resta assise sur le petit banc, les bras autour de ses jambes, à fixer les flammes mourantes dans l'âtre. Elle entendait la respiration difficile de son père, les soupirs légers des enfants. Et elle entendait le vent dehors, fort et insistant, comme s'il appelait. À un moment, elle monta au grenier. Un petit miroir fendu était accroché à un vieux clou. Elle s'y regarda longtemps. Un visage jeune, mais marqué. Des cernes sous les yeux. Une bouche sérieuse. Des cheveux fatigués. Elle n'était plus une fille. Elle était devenue une femme à force de tenir debout alors que tout s'écroulait. Puis elle descendit lentement et prépara un petit baluchon. 2 robes. Un châle. Une petite photo de sa mère. Et un morceau de pain dur, pour le voyage. Le matin suivant, l'air était froid et sec. La lumière du ciel était pâle. Solène se tenait devant la porte, son paquet à la main. Elle avait mis sa robe la moins usée, noué ses cheveux avec soin. Elle avait même lavé son visage avec l'eau du seau, comme si cela pouvait changer quelque chose. Son père sortit en boitant, s'appuyant contre le cadre de la porte. Ses yeux brillaient. Il voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. À la place, il posa sa main sur l'épaule de sa fille, doucement, et hocha la tête. Les 2 garçons se tenaient l'un contre l'autre, muets. Puis le bruit d'un cheval brisa le silence. Takoda arriva lentement sur la piste. Un petit chariot l'accompagnait, tiré par 2 bêtes solides. À l'arrière, des sacs, des caisses, du bois sec. Il avait promis de les aider. Il avait tenu parole. Il descendit sans dire un mot, s'approcha, et attendit. Il ne toucha pas Solène. Il ne la pressa pas. Il attendit seulement, les mains visibles, le regard stable. Solène le regarda longuement. Elle vit le cuir usé, les bottes de marche, la corde bien enroulée, le couteau accroché à la ceinture. Rien de riche. Rien de brillant. Mais tout en ordre. Tout prêt. Elle marcha lentement vers lui. Chaque pas lui coûtait quelque chose. Elle pensait à chaque souvenir qu'elle laissait derrière. Chaque rire. Chaque hiver. Chaque nuit près du feu. Arrivée devant lui, elle le regarda dans les yeux. « J'irai avec toi, dit-elle d'une voix calme. » Takoda hocha la tête. Pas de joie exagérée. Pas de sourire large. Juste un respect profond. Il lui tendit la main. Sa paume était large, dure, mais chaude. Solène monta sur le siège du chariot. Les roues grincèrent. Le bois craqua. Et la cabane derrière elle devint un simple trait dans le paysage. Devant, la piste montait vers des collines inconnues. Des forêts, des pierres, peut-être des dangers. Mais aussi, peut-être, une vie différente. Solène ne savait pas ce qui l'attendait. Mais elle avait choisi. Et ce choix, au moins, lui appartenait. Le chariot avançait lentement sur le chemin rocailleux. Les roues grinçaient à chaque secousse, et les chevaux tiraient sans hésitation. Takoda tenait les rênes d'une main calme, les yeux fixés devant lui. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes disaient assez. Chaque mouvement était sûr, réfléchi, comme s'il avait déjà parcouru cette route des dizaines de fois. Solène était assise à côté de lui, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Elle portait son châle bien serré autour des épaules. Le froid mordait la peau dès qu'un souffle passait entre les arbres. Le silence entre eux n'était pas dur. C'était un silence nouveau. Un silence de 2 inconnus qui allaient dans la même direction, sans encore savoir ce que l'autre portait dans le cœur. La route montait vers les hauteurs. Autour, les pins formaient un mur sombre, serré, presque intimidant. Parfois, des oiseaux fuyaient à leur passage. Un renard les observa, figés, avant de disparaître dans les buissons. Le monde changeait, pas à pas. En fin d'après-midi, ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau. L'eau courait vite sur les pierres. Takoda descendit du chariot et attacha les chevaux à un tronc.
Il ouvrit une caisse, en sortit quelques galettes de maïs, un sac de haricots secs, et une vieille marmite. Nous allons manger ici, dit-il simplement. Solène descendit sans dire un mot. Elle aida à faire le feu. Elle regarda Takoda frotter 2 pierres avec précision. Quelques étincelles suffirent. Il souffla doucement, et une petite flamme naquit entre les brindilles. Pendant qu'il faisait chauffer l'eau, Solène s'éloigna un peu pour s'asseoir sur un rocher plat. Le bruit du ruisseau l'apaisait. Mais son esprit restait agité. Takoda vint lui tendre un bol chaud. Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais ça tient au ventre. Elle prit le bol, hocha la tête, puis goûta. Le goût était simple, mais bon. Il y avait dans cette nourriture une honnêteté rare. Pas d'épices, pas de luxe. Juste l'essentiel. Ils mangèrent en silence, côte à côte. Le feu crépitait. Les chevaux mâchaient calmement leur foin. Le ciel devenait violet. Les étoiles commençaient à apparaître, une à une, comme si elles attendaient leur permission. « Tu es silencieuse, dit Takoda. »« Je réfléchis, répondit Solène. »« À quoi ?» Elle hésita, puis répondit. « À ce que je laisse derrière. Et à ce que je vais trouver devant. » Il hocha la tête lentement. « C'est normal. Moi aussi, je me suis souvent demandé si j'avais pris la bonne route. » Elle le regarda, surprise. « Tu doutes, toi aussi ? Chaque homme qui avance sans doute est un fou ou un menteur. » Elle sourit malgré elle. C'était la première fois qu'elle voyait une trace d'humour dans ses yeux. Cela lui fit du bien. La nuit tomba rapidement. Takoda installa une toile tendue entre le chariot et un arbre pour les protéger du vent. Il étendit 2 couvertures épaisses sur le sol. Puis il s'assit près du feu, aiguisant un petit couteau sur une pierre. Solène s'allongea sur la couverture, mais ne ferma pas les yeux tout de suite. Le ciel au-dessus d'elle était plein d'étoiles. Plus qu'elle n'en avait jamais vu. Elle semblait plus proche ici, comme si elle pouvait tomber d'un moment à l'autre. Elle regarda Takoda, silhouette calme dans l'ombre du feu. Il était là, solide, patient. Elle pensa à son père, à Éloi et Noé. Elle pensa à la cabane. Elle pensa à tout ce qu'elle avait porté si longtemps, seule. Ce soir, elle ne portait plus tout. Une part du poids avait changé d'épaule. Et cela, déjà, changeait tout. Le 3e jour, la route changea. Les arbres se firent plus rares, remplacés par des rochers gris et des arbustes épars. Le vent soufflait plus fort dans les hauteurs, poussant des nuages rapides dans un ciel pâle. Le chariot grinçait sur le sol dur, et Solène se tenait fermement au bord du siège. Elle sentait ses bras fatigués, son dos raide. Mais elle ne disait rien. Takoda avançait avec la même constance. Parfois, il descendait du chariot pour guider les chevaux à pied. Il leur parlait d'une voix basse et calme, comme à de vieux compagnons. Ses gestes restaient précis, ses pas sûrs, même sur les passages étroits. Il vérifiait les roues, écartait les branches, et prenait soin de chaque détail. Solène observait tout cela en silence. Plus elle le regardait, plus elle comprenait que cet homme n'était pas un voyageur perdu. Il avait une direction. Une volonté. En milieu de journée, ils arrivèrent devant un étroit passage entre 2 murs de pierre. Takoda arrêta le chariot. Il ne bougeait plus. Il tenait les rênes, mais son regard fixait l'horizon invisible. « Nous sommes presque arrivés, dit-il enfin. L'autre côté de cette montée, c'est là que tout change. » Il ne donna pas plus d'explications. Il claqua doucement la langue, et les chevaux avancèrent. Le chemin s'étrécit. Solène sentait son cœur battre plus vite. Elle s'attendait à voir une cabane, ou un campement caché. Mais elle n'était pas prête pour ce qui apparut soudain devant elle. Après un dernier virage, le monde s'ouvrit d'un coup. Une vaste vallée se déployait sous leurs yeux, encerclée par des collines épaisses. Un cours d'eau scintillait au milieu, serpentant entre les arbres sombres. Des prairies vertes couvraient les bords. Des clôtures en bois, des granges bien faites, des sentiers tracés. Et au centre, une grande maison de bois et de pierre, haute, solide, avec des fenêtres larges et un toit bien taillé. De la fumée montait doucement des cheminées. C'était un domaine, pas une cabane. Solène sentit l'air quitter ses poumons. Elle tourna la tête vers Takoda. « C'est chez toi ?» Il hocha la tête lentement. « Cette vallée s'appelle Clair-Rock. Elle appartient à mon peuple depuis des générations. Mon père y a construit cette maison. Maintenant, elle est mienne. Et si tu le veux, elle sera aussi la tienne. » Solène ne répondit pas tout de suite. Ses pensées se bousculaient. Elle s'était préparée à une vie dure, isolée, dans une cabane perchée dans la forêt. Pas à ça. Ce qu'elle voyait devant elle était bien plus qu'un refuge. C'était un monde entier, caché aux yeux des autres. Ils descendirent la pente en silence. Le chariot roulait plus doucement. À l'approche de la maison, une silhouette apparut sur les marches. Un homme, droit, vêtu simplement, mais propre. Il sourit à Takoda et lui fit un signe de bienvenue. « Tout est prêt, dit-il. Ils vous attendent. » Solène descendit du chariot, les jambes tremblantes. L'air ici était différent.
plus pur, plus net. Mais c'était aussi un air qui exigeait des réponses. Elle sentit chaque regard sur elle. Les serviteurs, les chevaux, même les arbres semblaient attendre son choix. Takoda se plaça devant elle. Son regard était sérieux, mais pas dur. Je t'ai parlé honnêtement. Je t'ai proposé peu. Mais aujourd'hui, je te montre tout. Cette maison, cette vallée, ce que je suis. Il marqua une pause, puis ajouta. Tu peux rester. Tu peux partir. Rien ne t'oblige. Je tiendrai mes promesses, quoi que tu décides. Solène sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Elle se souvenait des lettres de dette, de la terre sèche, de la soupe claire. Elle se souvenait aussi de la main de Takoda, ferme mais jamais serrée. Elle regarda la grande maison. Elle n'avait jamais rêvé d'un endroit pareil. Elle avait seulement rêvé de paix. Peut-être que la paix ressemblait à ça. Elle leva les yeux vers lui. Je reste. Takoda ne sourit pas. Il posa simplement sa main sur son cœur, en silence. Puis il la guida vers les marches, pas à pas. Derrière eux, la vallée restait calme, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. Le lendemain matin, Solène ouvrit les yeux dans une chambre qu'elle ne reconnaissait pas. Les draps étaient propres, l'air sentait le bois frais, et la lumière entrait doucement par une grande fenêtre aux rideaux clairs. Il n'y avait ni bruit de tout, ni vent qui passait entre les planches. C'était calme. Trop calme. Elle se leva lentement, noua ses cheveux, et enfila son châle. Elle descendit l'escalier en bois poli, hésitante, comme si elle marchait dans un rêve prêt à se briser. Takoda l'attendait dans la grande pièce du bas. Le feu brûlait doucement dans une cheminée de pierre. Il portait une tunique sombre, simple mais solide. Son regard était calme, mais cette fois, il semblait un peu plus inquiet que d'habitude. « Viens, dit-il doucement. Il est temps que je te dise la vérité. » Solène s'arrêta. Son cœur se serra. Elle sentit que ce moment allait tout changer. Takoda s'assit sur un banc de bois près du feu. Il montra le siège d'en face. Solène obéit en silence. Il parla sans détour. « Quand je suis venu à ta cabane, je ne t'ai pas tout dit. Je t'ai montré un homme simple, un homme des montagnes. Et je le suis. Mais je ne suis pas seulement cela. » Il prit une grande inspiration. Cette terre, cette maison, cette vallée, elles n'appartiennent pas à une famille riche de la ville. Elles appartiennent à mon peuple. Depuis longtemps. Mon père a protégé cet endroit contre ceux qui voulaient couper chaque arbre, piller chaque colline. Et moi, je continue ce combat. Il regarda le feu quelques secondes, puis ajouta. Mais les ennemis ne viennent plus seulement avec des armes. Ils viennent avec des papiers, des contrats, des sourires faux. Ils veulent acheter, diviser, contrôler. Et certains pensent que je ne suis pas assez civilisé pour leur résister. Il leva les yeux vers elle. C'est pourquoi j'ai voulu une épouse forte. Une femme qui ne tremble pas quand le vent se lève. Pas une poupée de salon. Quelqu'un qui sait ce que vaut un repas chaud, un toit solide, une parole tenue. Solène écoutait, immobile. Les mots tombaient comme des pierres dans un puits profond. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ressentait. Trahison? Honneur? Peur? Takoda parla encore, plus bas. Je ne t'ai pas menti pour te tromper. Je voulais savoir si tu pouvais marcher avec moi, pas avec ce que je possède. Je voulais voir ta force, pas ta faim. Solène se leva. Elle s'éloigna du feu, les bras croisés. Et maintenant? Tu veux que je sois la maîtresse de cette maison? Que je parle aux hommes de la ville? Que je sourie aux notables? Takoda secoua la tête doucement. Je ne veux rien que tu ne veuilles toi-même. Je te montrerai chaque partie de cette vallée. Les granges. Les maisons des familles. Le moulin. Les enfants. Les anciens. Et si tu veux rester, alors nous nous battrons ensemble. Elle se retourna vers lui. Et si je veux partir? Il la regarda sans cligner des yeux. Alors je paierai tes dettes, comme promis. Et je vous laisserai votre maison. Tu n'auras rien perdu. Solène resta là, droite, son esprit en feu. Elle pensa à sa vie d'avant. À ses mains pleines de poussière. À son père, à ses frères. À la terre dure. Et elle pensa à ce qu'elle venait d'entendre. Takoda ne lui offrait pas une cage dorée. Il lui offrait un champ de bataille. Un combat. Un foyer. Elle s'approcha lentement, posa une main sur le dossier du banc. Je n'ai jamais voulu d'un homme riche, dit-elle. Mais je veux un homme honnête. Maintenant que tu as mis la vérité sur la table, je peux enfin répondre. Elle leva le menton. Je reste. Mais je ne resterai pas pour être caché derrière toi. Je veux voir, comprendre, agir. Si cette vallée doit être défendue, alors je veux la connaître. Un éclair de soulagement passa dans les yeux de Takoda. Il se leva, inclina la tête. Alors viens. Le vrai travail commence maintenant. Et tandis qu'il lui ouvrait la porte, le vent entra dans la maison. Mais cette fois, Solène n'en eut pas peur. Les jours suivants passèrent vite. Chaque matin, Takoda montrait à Solène un nouveau coin de la vallée. Il visitait les champs,
les entrepôts, les chemins de pierre, les maisons de ceux qui vivaient et travaillaient sur cette terre. Partout, les regards étaient curieux. Certains visages montraient du respect. D'autres, du doute. La vallée était vaste, vivante. Des familles y vivaient depuis longtemps, travaillant sous la protection de Takoda et des anciens. Il y avait un petit moulin à eau, un jardin partagé, et une école en construction. Takoda avait commencé tout cela, doucement, sans bruit. Ici, dit-il un jour, il n'y a pas de maître et de serviteur. Il y a des gens qui vivent ensemble, qui gardent cette terre ensemble. Solène écoutait, observait, posait des questions. Elle parlait avec les femmes, avec les enfants. Elle écoutait leurs besoins, leurs peurs. Elle ne cherchait pas à se faire aimer. Elle cherchait à comprendre. Un soir, elle s'assit près du feu, un carnet sur les genoux. Elle nota, le toit de la grange fuit, la cuisine du moulin a besoin d'un nouveau four, les enfants ont besoin de couverture. Takoda la regardait en silence, un léger sourire sur les lèvres. « Tu fais une liste » demanda-t-il. « Je fais ce que j'ai toujours fait, répondit-elle. Voir ce qui manque. Et chercher comment réparer. » Il hocha la tête. « Alors tu es déjà chez toi. » Mais tout ne se passa pas aussi simplement. Un après-midi, un cavalier arriva dans la vallée. Il portait des vêtements de la ville, une veste bien repassée, des bottes brillantes, et une montre à gousset qu'il montrait sans le vouloir. Il se présenta comme un représentant des investisseurs. « Nous avons entendu dire que Takoda s'est marié, » dit-il avec un sourire froid. Il paraît que sa femme vient d'un petit village. C'est original. Solène ne répondit pas. Elle se contenta de soutenir son regard. Elle avait vu ce genre d'homme à l'épicerie, à la mairie, partout où l'argent décidait. L'homme ajouta. Je suppose qu'il faudra expliquer cela à ceux qui attendent des garanties. Après tout, une femme sans nom ne rassure pas les financiers. Takoda s'avança. Elle n'a peut-être pas de nom connu en ville. Mais elle a un nom ici. Et elle a une voix. Le représentant eut un petit rire. Une voix? Dans ce genre d'affaires? Solène le regarda sans cligner. J'ai vu des maisons s'effondrer parce qu'on n'a pas écouté les femmes qui savaient où le toit fuyait. L'homme partit sans répondre, mais son silence était lourd. Ce soir-là, Takoda s'assit seul sur les marches du porche. Solène vint le rejoindre. Il regardait le ciel sans parler. « Tu regrettes » demanda-t-elle doucement. Il tourna la tête vers elle. « Non. Mais je sais que le vent se lève. Ce monde-là, celui de l'argent, des promesses écrites, des contrats, ils n'aiment pas les surprises. Et toi, tu es une tempête pour eux. » Elle resta silencieuse un moment, puis dit. « Alors ils vont devoir apprendre à vivre sous l'orage. » Ils se regardèrent longtemps. Aucun sourire. Juste cette certitude entre eux, ils ne fuiraient pas. Le lendemain, Solène entra dans l'école en chantier. Elle aida à nettoyer les planches, à poser des pierres. Les enfants vinrent l'aider. Ils riaient, même sous le vent. Ce jour-là, dans la vallée, on vit une chose nouvelle. La femme de Takoda ne restait pas assise à l'intérieur. Elle marchait, elle touchait, elle construisait. Et une chose encore plus étrange, les gens commencèrent à l'écouter. Le ciel était gris ce matin-là. Des nuages lourds couvraient les collines, et un vent sec passait entre les pins, comme un avertissement. Solène se tenait sur le seuil de la maison, observant la vallée. Elle sentait que quelque chose allait changer. Elle ne savait pas encore quoi, mais son instinct la mettait en alerte. Takoda sortit du bâtiment principal, enlevant ses gants de cuir. Un message est arrivé. Ma tante vient aujourd'hui. Elle ne vient jamais sans raison. Solène leva les yeux vers lui. Elle ne l'avait jamais entendu parler de sa famille. Juste quelques mots sur son père, sur les anciens. Mais jamais de cette tante. Elle vient d'où? Demanda-t-elle. De la ville, répondit-il. Là où les hommes se battent avec des promesses écrites, pas avec leurs mains. Plus tard dans la journée, un chariot élégant entra dans la vallée. 2 chevaux noirs, brillants, le tiraient. Le conducteur portait un manteau propre, raide. Et à l'intérieur, une femme droite, coiffée avec soin, descendit sans attendre qu'on lui ouvre la portière. Elle portait une cape bleu foncé, fermée par une broche en argent. Ses yeux étaient gris, presque métalliques. Ils se posèrent sur Takoda, puis sur Solène. « Ainsi, dit-elle, c'est donc vrai. » Sa voix était froide, parfaitement maîtrisée. Elle s'approcha de Takoda et l'embrassa sur la joue sans émotion. « Tu t'es marié, sans prévenir personne. » Takoda hocha la tête calmement. « Je n'ai pas à demander la permission pour vivre comme je l'entends. » Elle se tourna vers Solène. « Et toi, tu es donc la femme dont tout le monde parle. Une fille de rien, sortie de la poussière, qui entre dans une maison bâtie depuis des générations. Une surprise. » Solène soutint son regard. Elle ne répondit pas. 2 hommes descendirent du chariot derrière la tente. Ils portaient des habits de ville, propres, raides. Des visages polis, mais froids. Ils serrèrent la main de Takoda sans chaleur. «
Nous représentons les intérêts de certains partenaires, dit l'un d'eux. Des hommes qui veulent faire croître cette vallée, développer, moderniser. Détruire, corrigea doucement Takoda. Exploiter, corrigea le deuxième homme. Ce n'est pas un gros mot. Le bois vaut de l'or. Et les gens veulent investir, mais pas dans une vallée dirigée par un homme têtu et une femme sans nom. Solène sentit le feu monter en elle. Elle ouvrit la bouche, mais Takoda lui posa doucement une main sur le bras. « Calme-toi, dit-il à voix basse. Pas encore. La tante s'avança, observa la maison, la vallée. Tu peux faire ce que tu veux dans ces collines, dit-elle. Mais les décisions de fond, celles qui concernent les contrats, les terres, les vrais enjeux, elles ne se prennent pas ici. Elles se prennent à Denver. Et là-bas, tu auras besoin d'une femme qui sait se tenir. Qui sait se taire au bon moment. Qui connaît les bons noms. Les bonnes manières. Solène sourit, un sourire dur. Et selon vous, je ne suis rien de tout cela. Tu es un poids mort, répondit la tante sans hésiter. Une erreur que nous pouvons encore corriger. Le silence tomba. Même les chevaux semblèrent se figer. Takoda se redressa. Sa voix était calme, mais ferme. Elle est ma femme. Elle est ma décision. Si vous pensez que vous pouvez me faire choisir entre elle et cette terre, alors vous n'avez rien compris à ce que je suis. La tante plissa les yeux. Tu es émotif. Tu oublies ce que ton père t'a laissé. Un héritage. Une responsabilité. Je m'en souviens chaque jour, dit-il. Et c'est pour cela que je ne laisserai personne me dire qui j'ai le droit d'aimer. La tante croisa les bras. Très bien. Alors prouve-le. Dans une semaine, il y a une réception à Denver. Le gouverneur sera là. Les investisseurs. Les notables. Amène-la. Qu'elle marche dans cette salle, droite, digne. Qu'elle parle à ces gens. Qu'elle survive à leur regard. Et alors, peut-être, j'écouterai. Elle se retourna vers Solène. Mais ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas une invitation. C'est un test. Et il est fait pour te faire tomber. Puis elle monta dans son chariot, sans attendre de réponse. Quand elle fut partie, Solène resta debout, sans bouger. Le vent passa dans ses cheveux. Elle ferma les yeux un instant. C'est donc ça, dit-elle. Leur monde. Takoda prit sa main. Je peux y aller seul. Tu n'es pas obligé. Si, coupa-t-elle doucement. Je suis déjà dans leur regard. Alors autant marcher droit dedans. Depuis le départ de la tante de Takoda, la maison était silencieuse, mais ce silence avait changé. Ce n'était plus la paix. C'était l'attente. Solène passait ses journées à se préparer. Une couturière du village vint prendre ses mesures. Ensemble, elles choisirent un tissu vert profond, rappelant les forêts qui entouraient la vallée. La robe serait simple, solide, sans ornements inutiles. Solène voulait rester elle-même, même au milieu des salons de la ville. Mais l'intérieur, lui, n'était pas calme. Chaque soir, Takoda lisait des lettres venant de la ville. Des rapports, des contrats, des avertissements voilés. Il les lisait avec les mâchoires serrées, les yeux sombres. Solène le regardait en silence, assise près de lui. « Tu deviens un homme de papier » murmura-t-elle un soir. Il leva les yeux vers elle, fatigué. « Je préfère la terre. Je préfère les arbres. Mais là-bas, ils utilisent les mots comme des couteaux. Alors il faut que tu apprennes à les tenir sans te blesser. » Ils se sourirent. Mais leur sourire était court. Quelques jours avant leur départ pour Denver, Solène traversait un couloir quand elle entendit des voix derrière une porte entrebâillée. La voix de Catherine, claire, coupante. Et celle de Takoda, plus basse, tendue. Elle n'a pas sa place, disait la tante. Tu le sais. Elle n'a pas de nom. Pas d'éducation. Pas d'histoire. Elle a de la force, répondit Takoda. Elle a de la loyauté. Et elle comprend cette vallée mieux que tous vos investisseurs réunis. Ce n'est pas suffisant. Cria presque la tante. Elle n'est pas faite pour ce monde. Elle va t'entraîner dans sa chute. C'est moi qui ai choisi de la relever, dit-il. Et je ne reculerai pas. Solène aurait pu partir. Se cacher. Mais quelque chose en elle refusa. Elle poussa la porte. Les deux se figèrent en la voyant. Solène entra calmement. Vous parlez de moi comme si je n'étais pas là. Comme si je n'étais qu'un détail gênant. Mais je suis ici. Alors si vous voulez peser ma valeur, je mérite au moins d'être présente sur la balance. Catherine croisa les bras, froide. Très bien. Alors écoute bien. Si tu tiens vraiment à Takoda, tu dois t'effacer. Tu dois le laisser bâtir son avenir avec quelqu'un de représentable. Quelqu'un qui sait recevoir, parler, plaire. Solène la fixa sans ciller. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour marcher à ses côtés. Quand le vent souffle fort, je ne me cache pas. Je serre les dents, et je tiens. Si vous cherchez une femme parfaite pour les salons, je ne suis pas celle-là. Mais si vous cherchez une femme qui ne fuira pas quand tout s'effondre, alors vous l'avez trouvée. Catherine serra les lèvres. Takoda se leva lentement,
posa sa main sur l'épaule de Solène. Elle sera à mes côtés, dit-il. À Denver. Et partout ailleurs. La tante hocha lentement la tête. Alors montre-le. Dans une semaine, dans ce salon plein de regards, montre que tu peux tenir debout. Que tu peux affronter ce monde. Si tu échoues, je retirerai mon soutien devant tout le conseil. Elle s'éloigna sans attendre de réponse. Dans le silence qui suivit, Takoda regarda Solène. Tu n'as pas à faire ça, murmura-t-il. Tu l'as déjà dit, répondit-elle. Et tu sais que je n'écoute pas quand on me dit de fuir. Il sourit, fatigué, mais fier. Alors nous irons. Ensemble. Ce soir-là, Solène resta longtemps près de la fenêtre. La lune brillait sur les arbres. Elle pensait à la ville, à ses lumières, à ses jugements. Mais elle pensait aussi à sa robe verte, à son dos droit, à ses pas qui ne trembleraient pas. Ils voulaient la voir tomber. Mais ils allaient la voir marcher. Le jour du départ, la vallée était calme. L'air était froid, sec, presque coupant. Solène se tenait près du chariot, sa robe verte soigneusement pliée dans un sac en toile. Elle portait un manteau simple, épais, qui lui avait été cousu pour le voyage. Takoda se tenait à ses côtés, vêtu sobrement mais droit comme toujours. Ils quittèrent Clair Rock à l'aube. Aucun mot n'était nécessaire. Tout avait déjà été dit. Le chemin jusqu'à Denver fut long. Ils traversèrent les forêts épaisses, les collines, puis les routes battues. Peu à peu, les arbres laissèrent place aux clôtures, aux fermes, puis aux bâtiments de briques. Les bruits de la ville arrivèrent d'un coup, comme une rivière qui déborde. Denver était agité. Des wagons passaient dans les rues, tirés par des chevaux pressés. Des hommes en manteau noir parlaient vite. Des femmes en soie marchaient d'un pas sec, les gants serrés. Tout semblait aller trop vite. Solène regardait autour d'elle, le cœur lourd. Elle n'avait jamais vu tant de visages, tant de fenêtres, tant de lumière. Ils descendirent dans un grand hôtel, aux murs hauts, aux lampes brillantes même en plein jour. L'odeur du savon, du bois ciré, du parfum flottait partout. Solène se sentait étrangère. Trop simple. Trop silencieuse. Dans la chambre, une femme attendait. C'était une couturière engagée pour l'habiller et la préparer. Elle aida Solène à enfiler la robe verte. Le tissu tombait droit, lourd, parfait. Il lui donnait de l'élégance sans lui voler sa force. « Vous êtes prête ?» demanda la couturière. Solène inspira profondément. « Non. Mais j'y vais quand même. » Au rez-de-chaussée, Takoda l'attendait. Il l'observa quelques secondes en silence. « Tu es magnifique, dit-il. » Elle répondit, la gorge serrée. « Je ne veux pas briller. Je veux tenir. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la salle du bal. Deux grandes portes attendaient. Derrière, des rires, de la musique, des voix hautes. Un majordome les accueillit. « Vos noms, s'il vous plaît. » Takoda répondit d'une voix ferme. « Takoda, fils de Nikan, gardien de Clair Rock. » « Et voici Solène. » Le majordome hésita une seconde. Puis ouvrit les portes. La salle était immense. Des lustres pendaient du plafond. Des tapis recouvraient le sol. Des centaines de regards se tournèrent vers eux. Takoda avança, Solène à son bras. Elle sentait les regards glisser sur elle comme des lames. Les femmes la jaugeaient. Les hommes l'ignoraient. Une étrangère. Une curiosité. Un silence. Mais elle continua. Tête haute. Dos droit. Pas régulier. Takoda fut vite encerclé par des hommes en veste foncée. Ils lui parlaient de route, de marché, de bois à vendre. Solène resta seule un instant. Puis, elle sentit une présence. Catherine. La tante s'approcha, un sourire doux et cruel sur les lèvres. « Tu as bien joué, dit-elle. Belle robe. Bon maintien. Mais ce monde n'est pas fait pour les femmes des montagnes. » Solène la regarda droit dans les yeux. « Non. Ce monde est fait pour ceux qui savent courber l'échine. Moi, j'ai appris à marcher debout. » Un homme s'approcha. Un investisseur important. Il parla à Takoda avec enthousiasme, puis se tourna vers Solène. « Et vous, madame, vous pensez vraiment comprendre ce que représentent nos projets ?» Solène le regarda sans trembler. « Je comprends ce que devient une terre qu'on vide sans penser à demain. Je comprends les familles déplacées, les rivières polluées, les maisons qui glissent après qu'on a tout coupé. Vous voyez des chiffres. Moi, je vois des vies. » Un silence s'installa. Autour d'eux, les visages s'étaient tournés. Et c'est alors qu'une voix grave se fit entendre. « Elle a raison. » Le gouverneur venait d'arriver. Il s'approcha, salua Takoda, puis regarda Solène. « Le territoire a besoin de voix comme la vôtre. Restez près de moi ce soir. J'ai des questions. » Et soudain, le vent dans la salle changea. La salle brillait de mille lumières. Le murmure des conversations reprenait peu à peu, mais autour de Solène, un cercle s'était formé. Le gouverneur restait près d'elle, intéressé. Il posait des questions précises, écoutait chaque réponse avec attention. Solène parlait lentement, sans trembler.
Elle ne récitait pas un discours appris. Elle racontait ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle voulait préserver. Elle parla des familles de la vallée, des ouvriers, des enfants. Elle parla des arbres laissés debout pour protéger les pentes. Du moulin construit avec l'aide des anciens. De l'école en construction. Chaque mot sonnait vrai. Chaque phrase était vécue. Les visages changèrent. Ceux qui, une heure plus tôt, l'ignoraient, commençaient à l'écouter. Mais tous ne la regardaient pas avec bienveillance. Catherine, dans sa robe rouge sombre, restait à l'écart, droite, les lèvres serrées. Son regard était dur, calculateur. Elle observait, pesait, attendait. À ses côtés, un homme aux cheveux argentés murmura quelques mots. Elle hocha la tête. Un plan se préparait. Peu après, un juge monta les marches de la salle. Il tenait un dossier en cuir brun. Solène sentit l'air changer à nouveau. Ce n'était plus de l'intérêt. C'était une tension. Catherine s'avança, un sourire fin sur les lèvres. « Permettez-moi une petite interruption, dit-elle. Juste, une précision légale. » Takoda se tendit. Le juge s'éclaircit la gorge. Il apparaît que certaines clauses du testament du père de Takoda exigent que tout mariage soit approuvé par le conseil avant d'être reconnu comme légitime. Sans cette approbation, l'héritage pourrait être contesté. Un silence de glace tomba sur la pièce. Les murmures cessèrent. Tous attendaient la chute. Solène resta droite. « Puis-je voir ce document ?» Le juge, surpris, hésita, puis lui tendit le dossier. Elle le prit. Lentement. Elle se souvenait des papiers de dette, des lettres à demi effacées de son père. Elle savait lire chaque ligne, chaque piège caché. Ses doigts suivirent les mots. Elle trouva une phrase, la relut plusieurs fois. Puis elle leva les yeux. Cette clause dit qu'un mariage non approuvé peut être annulé, sauf si l'union apporte un service clair et reconnu au territoire. Le juge plissa les yeux. Oui, c'est exact. Solène se tourna vers le gouverneur. Est-ce que conseiller les autorités sur la gestion responsable des forêts, défendre les droits des familles rurales, et participer à des réformes sociales peut être considéré comme un service clair au territoire? Le gouverneur sourit. En effet. Et en ce qui me concerne, cette femme a déjà fait plus en une soirée que certains en 10 ans. Il sortit une feuille officielle de sa veste. C'est pourquoi je propose de lui confier un rôle de conseillère civile pour les affaires dues au pays. Si elle accepte. Il tendit le document. La salle était figée. Solène sentit ses mains trembler légèrement. Puis elle prit le stylo. Elle signa, en lettres simples, comme elle l'avait fait sur les registres du moulin, des années plus tôt. Le juge prit le papier, lut, puis déclara. En ce cas, aucune clause n'est violée. Le mariage tient. L'héritage aussi. Catherine devint pâle. Takoda s'approcha de Solène. Il posa sa main sur son dos, fièrement. Tu viens de les vaincre avec des mots, murmura-t-il. Elle lui répondit bas. Il pensait que je n'avais rien. Mais j'ai ma voix. Et toi? Dans la salle, des visages s'inclinèrent. Des hommes d'affaires vinrent la saluer. Des femmes l'observaient différemment. Pas comme une intruse. Mais comme une force tranquille. Catherine recula. Pour la première fois, elle n'avait plus de cartes à jouer. Solène se tenait là, droite, dans sa robe verte. Et plus personne n'osait douter qu'elle avait sa place ici. Le lendemain matin, Denver semblait différente. La lumière perçait à travers les rideaux de l'hôtel, douce et dorée. Mais à l'intérieur de Solène, ce n'était pas le calme. C'était une force nouvelle. Elle s'était tenue debout dans une salle remplie de pouvoir. Elle avait parlé. Elle avait été entendue. Takoda dormait encore, le bras posé sur son front. Il avait l'air plus jeune que d'habitude. Moins chargé. Solène resta un moment à l'observer, puis se leva sans bruit. Dans la pièce voisine, elle relut les papiers qu'elle avait signés la veille. Une nomination officielle. Un rôle de conseillère pour les affaires dues au pays. Elle n'avait jamais rêvé d'un tel poste. Mais maintenant qu'il était à elle, elle comptait bien s'en servir. Plus tard, dans le salon de l'hôtel, ils croisèrent plusieurs figures de la réception. Des hommes qui, la veille, l'avaient à peine regardée, l'appelaient désormais madame. Des femmes chuchotaient son nom avec une surprise respectueuse. Mais tout n'était pas terminé. Dans un couloir discret, Catherine attendait. Son visage était fermé, froid. « Tu crois avoir gagné ?» murmura-t-elle. Solène s'arrêta. « Je n'ai rien volé. J'ai seulement dit la vérité. » Catherine s'approcha, les mains croisées. « Tu es peut-être debout aujourd'hui? Mais ce monde est long, lent, dur. Tu es une mode. Une nouveauté. Ils s'intéressent à toi parce que tu viens de la terre. Mais ils se lasseront. » Solène resta calme. « Peut-être. Mais pendant ce temps, je construirai. Je réparerai. Je parlerai pour ceux qui ne voient pas. » Takoda arriva derrière elle. Il posa sa main sur l'épaule de sa femme. Elle ne parle pas pour plaire. Elle parle pour faire bouger les pierres. Catherine recula d'un pas.
Alors nous verrons combien de temps elle tiendra dans la tempête. Le soir même, ils prirent la route du retour. La voiture les emporta loin du marbre, des lustres, des regards polis. La poussière remplaça le parfum. Les pins remplacèrent les murs. Et quand la vallée de Clair-Rock réapparut au loin, Solène eut les larmes aux yeux. Là-bas, dans la lumière, leur maison attendait. Ils descendirent du chariot. Des enfants coururent vers eux. Des femmes les regardaient depuis les porches. Des hommes ôtaient leurs chapeaux en signe de respect. Solène sentit un poids tomber de ses épaules. Ici, elle n'était pas une image. Elle était une présence. Dans les jours qui suivirent, tout changea. Le conseil fut informé du nouveau rôle de Solène. Les lettres de menace cessèrent. Catherine, silencieuse, ne revint plus. Des ouvriers vinrent consulter Takoda et Solène ensemble. Des décisions se prenaient à deux voix. Un après-midi, une réunion fut organisée sous un grand arbre. Des familles vinrent avec leurs questions, leurs idées. Solène écoutait, prenait note, posait des questions en retour. Une femme dit « Vous n'êtes pas né ici. Mais on dirait que la vallée vous connaît déjà. » Solène sourit doucement. « Je ne suis pas né ici. Mais je sais ce que c'est que de se battre pour garder un toit. Je sais ce que c'est que d'avoir froid, d'avoir faim, de ne pas être entendu. Et ça fait de moi quelqu'un d'ici. » Takoda se tenait un peu plus loin. Il l'écoutait sans dire un mot. Dans ses yeux, il n'y avait ni fierté bruyante, ni possession. Juste de l'estime. De la confiance. Et dans ce regard, Solène sut une chose, elle n'était plus seulement une épouse. Elle était une alliée. Une colonne. Une voix forte dans une vallée qui méritait d'être protégée. Le soleil s'élevait lentement au-dessus de la vallée de Clair-Rock. Une lumière dorée baignait les champs, les arbres, les toits de bois. Mais ce matin-là, tout semblait différent. La maison n'était plus seulement un abri. Elle était devenue un symbole. Une promesse tenue. Solène et Takoda marchaient côte à côte dans la cour. Les chevaux passaient derrière eux, les enfants riaient au loin. Le moulin tournait doucement, et l'odeur du pain frais venait de la cuisine. « Tout est comme avant », dit Solène doucement. Takoda secoua la tête. « Non. Tout est comme jamais. » Depuis leur retour, quelque chose avait changé dans le regard des gens. Les habitants ne voyaient plus en Solène une étrangère. Ils la saluaient avec respect, ils venaient lui parler, lui demander conseil. On la regardait comme une force. Une femme de parole. Le soir, autour du feu, Takoda lisait les lettres venues de la ville. Mais désormais, elle commençait par « Madame et Monsieur ». Et dans ces mots, il n'y avait plus de menace. Il y avait une reconnaissance. Un changement. Une semaine après leur retour, un groupe d'ouvriers vint les trouver. On a pensé, dit l'un d'eux, que si on réparait les toits des anciennes maisons, on pourrait accueillir plus de familles. Solène hocha la tête. Alors faisons-le. Ensemble. Et les jours passèrent ainsi. À construire. À soigner. À unir. Ils rouvrirent l'ancienne école avec une jeune institutrice venue du sud. Un médecin fut invité à rester pour l'hiver. On aménagea une salle commune pour les réunions. Et surtout, chaque projet fut pensé à deux voix, Takoda et Solène, côte à côte. Un matin, alors que Solène préparait du thé, Takoda entra avec un petit sac de courrier. Une lettre du gouverneur, dit-il. Il vient visiter la vallée. Elle resta un instant figée. Il veut voir ce qu'on a bâti ? Demanda-t-elle. Non. Il veut comprendre comment on l'a fait. Le jour de la visite, les chemins furent nettoyés, les maisons décorées de tissus colorés. Les enfants préparaient une chanson. Les anciens préparaient des histoires. Quand le gouverneur arriva, il ne trouva pas une vallée impressionnante par sa richesse, mais par son harmonie. Il vit des gens qui travaillaient ensemble, qui parlaient avec respect, qui savaient pourquoi chaque pierre était là. Il visita le moulin, l'école, les granges. Solène l'accompagnait, expliquant tout avec calme et précision. À la fin, debout sous un grand arbre, il déclara. « Ce que vous avez fait ici n'est pas seulement utile. C'est inspirant. » Solène baissa la tête, émue. Mais dans son cœur, elle savait, ce n'était que le début. Ce soir-là, sur le porche de leur maison, elle regarda Takoda, qui réparait une vieille selle. Le feu du soir dansait dans ses yeux. Elle s'approcha, posa sa main sur son bras. « Tu sais ce que j'ai compris ?» murmura-t-elle. Il leva les yeux, curieux. « Je croyais que tu m'avais trouvé. Mais en réalité, c'est ici que je me suis trouvé. » Il sourit, doucement. « Et moi, je croyais que je t'avais choisi pour ta force. Mais ta force, elle m'a transformé aussi. » Ils restèrent là, en silence, à regarder la vallée dormir. Et dans ce silence, il y avait une promesse silencieuse, continuer. Protéger. Aimer. Ensemble. Le vent soufflait doucement à travers les pins de Clair-Rock. Il ne portait plus de peur, ni de menace. Il portait une autre chose, le mouvement. Celui d'un lieu qui respirait mieux, plus grand,
plus juste. Depuis plusieurs semaines, la vallée vivait au rythme des décisions prises à deux voix. Takoda et Solène marchaient chaque jour entre les bâtiments, écoutant, observant, notant ce qui devait être amélioré. Ensemble, ils réparaient ce que le temps ou l'indifférence avaient abîmé. Un matin, Solène entra dans l'école. Des enfants couraient dans la cour, le visage éclairé de sourires simples. À l'intérieur, une jeune institutrice montrait des lettres dessinées à la craie. Solène resta un instant à regarder, sans être vue. Elle se rappela son enfance, les pages abîmées des livres qu'on lui prêtait parfois. Et elle sourit. « Vous souhaitez entrer ?» demanda la maîtresse en se tournant. Solène acquiesça. Elle avança, salua les enfants, puis s'assit sur un banc près du mur. « Que leur apprenez-vous aujourd'hui ?»« À lire des mots simples, répondit-elle. Des mots utiles pour la vie ici. » Solène regarda les petites mains levées, les yeux brillants. « Alors vous leur apprenez aussi à se tenir debout ?» Le même jour, Takoda lui montra un coin de la vallée où une nouvelle maison allait être construite. Une famille venait d'arriver, fuyant des terres ravagées plus au sud. On leur avait fait une place, sans discuter. « Ils ont tout perdu, dit Takoda. Alors on va leur offrir un début, répondit Solène. Pas un miracle. Mais une chance. Le soir, autour du feu, elle lisait des lettres venues de la ville. Certaines parlaient de projets communs. D'autres proposaient des échanges de savoir, des visites officielles. L'un des courriers venait d'une femme du territoire voisin, intéressée par le modèle de Clairrock. Vous êtes en train de devenir un exemple, dit Takoda. Solène leva les yeux. Ce n'était pas prévu. Les choses les plus fortes ne sont jamais prévues, répondit-il. Elle pousse là où il reste de la lumière. Mais la lumière n'efface pas tout. Parfois, des voix s'élevaient encore. Des murmures disant que Solène n'était pas née ici. Qu'elle n'était pas du peuple. Qu'elle ne parlait pas comme eux. Un jour, un homme, un ancien ouvrier, l'aborda devant l'étable. « Je ne comprends pas pourquoi tu prends autant de place, dit-il. Tu viens de loin. Tu n'as pas grandi ici. » Solène le regarda sans colère. « Tu as raison. Je viens d'un autre chemin. Mais je suis arrivé ici les mains pleines de terre. J'ai semé, j'ai réparé, j'ai écouté. Je n'ai pas pris de place. J'ai construit la mienne. » L'homme baissa les yeux. Il hocha lentement la tête. « Peut-être que je devrais t'écouter davantage. » Ce soir-là, Takoda raconta une histoire autour du feu. Une vieille légende apache sur une femme qui avait traversé la vallée des ombres pour apporter la lumière aux siens. Elle n'avait ni arme ni couronne. Seulement ses pas et sa voix. Quand l'histoire fut terminée, Takoda se tourna vers Solène. « Je crois que cette femme, c'est toi maintenant. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regardait les flammes, les enfants endormis, les visages autour du feu. Puis elle dit simplement « Non. Cette femme, c'est nous. » Le temps passa doucement à Clairrock. Les jours n'étaient plus remplis d'attente ou de crainte. Ils étaient remplis de gestes simples. De décisions calmes. D'efforts partagés. Et surtout, d'un sentiment profond, celui d'avoir trouvé un lieu où chaque pierre avait un sens. Solène se levait tôt chaque matin. Elle préparait une tisane chaude, ouvrait les fenêtres, respirait l'air frais. Dehors, le bois craquait sous les pas. Les ouvriers saluaient, les enfants couraient jusqu'à l'école, les chiens aboyaient au loin. Tout semblait vivant. Et solide. Elle avait appris à lire les cartes de la vallée. À suivre les sentiers que les anciens connaissaient par cœur. Elle savait quel toit devait être renforcé avant l'hiver, quelle famille avait besoin d'un soutien discret, quels arbres devaient être laissés debout. Takoda, lui, restait fidèle à son calme. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Mais chacun savait qu'une fois sa parole donnée, rien ne pouvait la faire reculer. Un matin, alors qu'ils marchaient ensemble près du cours d'eau, Takoda s'arrêta. « Tu te rappelles du jour où je suis venu frapper à la porte de ta cabane ?» Solène sourit. « Comment l'oublier ? Tu avais du givre dans les cheveux, et dans les yeux, un mystère que je n'ai toujours pas fini de découvrir. » Il rit doucement. « Je ne savais pas si tu viendrais. Et moi, je ne savais pas si je survivrais au voyage. » Ils restèrent là, silencieux, regardant l'eau passer. « Tu sais, dit Takoda, cette vallée, elle m'a été donnée comme une responsabilité. Mais avec toi, elle est devenue une maison. » Solène baissa les yeux. « Et moi, j'ai quitté ma maison sans savoir si je trouverais autre chose qu'un devoir. Mais ici, j'ai trouvé une voie. La mienne. » Les saisons passèrent. La vallée grandit. Une nouvelle grange fut bâtie. Un second puits fut creusé. Une sage-femme s'installa. Un vieux sentier fut élargi pour que les voyageurs puissent venir sans crainte. Et parfois, le gouverneur envoyait un messager pour demander l'avis de Solène sur une nouvelle règle, un projet de route, un plan de coupe. Elle répondait, assise à sa table, en phrases simples et fortes. La tante de Takoda ne revint plus. Des rumeurs disaient que ses alliances en ville s'étaient effondrées. D'autres parlaient de silence gêné lors des dîners d'affaires. Mais à Clairrock,
personne ne parlait d'elle. Elle n'avait plus de pouvoir ici. Un soir, après avoir terminé une réunion avec les familles, Solène s'assit seule sur le porche. Elle regarda la vallée. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Des voix riaient au loin. Un feu brillait derrière une vitre. Takoda la rejoignit, une couverture sur les épaules. Il s'assit près d'elle. « Tu penses à quoi ?» Elle réfléchit un instant. « À tout ce que j'ai laissé derrière moi. Et à tout ce qu'on a construit ici. À cette vie qu'on n'a pas choisie pour sa facilité, mais pour sa vérité. » Takoda hocha la tête. « Tu as traversé tant de choses. Mais jamais tu n'as reculé. J'ai eu peur, admit-elle. Souvent. Mais j'ai avancé quand même. Parce que certaines choses valent plus que la peur. » Elle regarda ses mains. Les mêmes mains qui, autrefois, piochaient dans la terre sèche pour un peu de nourriture. Maintenant, elle signait des lettres, construisait des murs, consolait des enfants. Elle pensa à sa première nuit dans la vallée. À ce miroir fendu dans le grenier de la vieille cabane. À la fille qu'elle était. Elle pensa à son père. À ses frères. À tous ceux qui avaient été les premiers témoins de sa force. Et elle sourit. « J'ai trouvé ma place, dit-elle doucement. » Takoda posa sa main sur la sienne. « Et moi, j'ai trouvé ma paix. » Ils restèrent là, ensemble, dans la nuit douce. Aucun mot n'était nécessaire. Tout était déjà dit. Car dans le silence de la vallée, quelque chose de grand était né, une vie bâtie non pas sur les apparences, mais sur la loyauté, le courage, et une force tranquille qu'aucune tempête ne pourrait jamais renverser. Si cette histoire vous a touché, dites-le dans les commentaires. Et pour ne rien manquer des prochaines histoires, abonnez-vous. Un simple clic, et vous serez toujours avec nous.